Bien, alors aujourd'hui on va parler du pilotage de la performance opérationnelle stratégique. Donc, dans ce cours, il sera question de comprendre l'objectif d'un tableau de bord, le- la nécessité de mettre en place un outil, l'avantage des KPI dans un tableau de bord et quelle est la démarche à suivre pour implémenter un tableau de bord et pourquoi même pourquoi mettre en place un tableau de bord. Donc, on va voir cela durant cette séance. Et aussi, on verra comment mettre en place un système de contrôle de gestion, c'est-à-dire comment utiliser les outils d'un contrôleur pour optimiser soit le système d'information qui a été mis en place ou alors apporter une plus-value grâce aux outils du contrôle de gestion. Mais on va commencer d'abord avec l'introduction sur les tableaux de bord. C'est la raison pour laquelle le module 1 et 2 vous a permis de comprendre l'essence du contrôle de gestion. Le module 3 qui est axé sur les KPI, on va devoir utiliser dans ce module. Le module 4 vous a permis ici de mieux utiliser Excel parce que plus tard, c'est-à-dire module 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, on va travailler uniquement, bon, d'une part dans Excel, d'autre part dans les outils BI. Mais le plus important, c'est que vous puissiez déjà premièrement avoir des notions de base sur Excel, chose qui est déjà faite. On va maintenant rentrer en profondeur et utiliser donc ce qu'on a appris dans les modules précédents pour pouvoir implémenter les outils de contrôle de gestion. Alors, définition et enjeu des tableaux de bord. Un tableau de bord, c'est un outil de visualisation qui permet de suivre et d'analyser les performances d'une entreprise. Il regroupe les indicateurs clés de performance et des données pertinentes pour donner une vue d'ensemble de la situation et identifier les axes d'amélioration. Il y a juste une répétition des mots, mais c'est pas grave. Donc, en fait, ici, de façon simple, le tableau de bord, comme son nom l'indique, dans une voiture, nous avions ici ce modèle mais qui n'est pas similaire à ce que nous allons voir plus tard. C'est notre modèle qui est intégré dans un véhicule ou dans un avion et qui permet au pilote ou au conducteur de contrôler la vitesse, de savoir à quel kilomètre il se trouve déjà, de savoir quel est le niveau de vitesse qu'il doit prendre lorsqu'il se trouve sur un axe où on lui demande de rouler à 60 km par heure. Donc, c'est grâce à son tableau de bord qu'il peut savoir s'il roule au-delà de 60 ou en deçà de 60. C'est la même chose qu'en entreprise. Tous les tableaux de bord qui sont mis en place permettent de savoir si nous sommes en train d'atteindre l'objectif ou pas, ou si l'objectif est dépassé. Le tableau de bord ne se conçoit pas à la hâte. Nous allons voir les démarches qu'il faudra respecter pour concevoir un tableau de bord dans une entreprise. Peu importe le secteur d'activité, ça peut être le secteur bancaire, assurance, commercial, industriel, peu importe le secteur. La démarche match avec tous les secteurs. Cette démarche dont je vais t'expliquer plus tard match avec tous les secteurs. Bien, alors ici les enjeux. Les tableaux de bord sont essentiels pour prendre des décisions éclairées, optimiser les processus, mesurer les progrès, communiquer efficacement et s'aligner sur les objectifs stratégiques. Il faut savoir que ici, nous rencontrons trois types de tableaux de bord. On a les tableaux de bord stratégiques, généralement qu'on appelle balance scorecard ou tableau de bord équilibré. On a les tableaux de bord de gestion qui permet de contrôler ici les objectifs à court terme.
Et on a les tableaux de bord opérationnels qui permettent de renseigner et de vérifier au fur et à mesure l'évolution de l'activité. Donc, on a trois types de tableaux de bord en fonction des trois niveaux en entreprise. Il y a le top management, le middle management et le dernier niveau, niveau opérationnel. Alors, voici donc les étapes clés pour préparer un tableau de bord. Premièrement, la plupart, je peux dire, des concepteurs des outils décisionnels ou alors des contrôleurs de gestion conçoivent les tableaux de bord sans toutefois comprendre l'objectif ou les objectifs. On ne construit pas un tableau de bord si on ne connaît pas ou si on ne connaît réellement pas l'objectif qu'il faudra atteindre. Je prends un exemple. Je suis dans mon département et dans mon service en question, je dois contrôler ici euh, le suivi des sinistrés. OK? Je dois suivre ici les sinistrés, voir tout ce qui rentre à l'intérieur, les dommages qu'il y a eu, comment dirais-je ici, l'immatriculation, bref, tout ce qui va avec les sinistrés. Donc, je dois suivre ici les sinistrés. Et j'ai eu un objectif, par exemple, pour le premier trimestre, où je dois avoir en moyenne, au minimum, euh, 50 dossiers de sinistrés déjà traités. Ça, c'est mon objectif. Je dois traiter au minimum 50 dossiers, au maximum 80 dossiers. Voici mon objectif que je dois atteindre ce trimestre. Alors maintenant, en fonction de l'objectif, qu'est-ce que je dois faire? Je dois définir les indicateurs de performance qui vont me permettre de mesurer cet objectif. Ça peut être ici le nombre de sinistrés déjà traités. On peut encore avoir le taux de sinistrés déjà traités. On a 10%, on a 15%, on a 30%, on a 20%, 40%. Donc, j'identifie les indicateurs de performance qui vont me permettre d'apprécier mon objectif. Donc, une fois que j'ai l'objectif ou les objectifs, j'identifie les indicateurs de performance qui sont liés à ces objectifs. Maintenant, une fois que c'est fait, chaque indicateur détient ici un paramètre. Je prends un exemple. Si je dis le taux de traitement des dossiers, par exemple, on est d'accord ici que pour avoir ce KPI, je vais faire ici le nombre de dossiers traités sur le nombre de dossiers en cours ou enregistrés. Ça veut dire, si j'ai pu enregistrer 40 dossiers, sur les 40 dossiers, j'ai traité par exemple 20 dossiers. Donc, on fera le ratio 20 sur 40. Les 20 constituent ici les dossiers déjà traités. Dossier déjà traité, c'est un paramètre de calcul de l'indicateur ici appelé taux de traitement. Donc, dans taux de traitement, on a nombre de dossiers traités sur le nombre de dossiers en cours. Donc, voilà deux paramètres que j'ai utilisés pour calculer le taux de traitement. Donc, dans chaque KPI, on va rencontrer ici les paramètres de calcul. Donc, quand je dirai ici plus tard les paramètres de calcul de KPI, que cela ne t'échappe pas. Donc, dans tout le traitement, on a deux paramètres qui nous permettent de pouvoir apprécier ce taux-là. Maintenant, comment vais-je collecter les données qui vont me permettre d'avoir ce KPI? Voici les questions, voici les démarches en fait qu'il faut mettre en place pour directement rentrer dans la conception d'un tableau de bord. J'ai défini d'abord l'objectif. Ensuite, j'ai défini quels sont les indicateurs qui vont me permettre d'apprécier l'objectif. Maintenant, une fois que j'ai les indicateurs, ça se calcule comment? Comment calcule-t-on ces KPI? Alors, dans ces calculs, on va utiliser des paramètres qui vont nous permettre d'avoir le KPI. La troisième étape maintenant ici consiste à collecter les données. Je dois collecter les données
pour que à la fin, je puisse avoir le nombre, le chiffre 20 qui constitue ici le nombre de dossiers traités et le chiffre, par exemple, 40 qui constitue ici le nombre de dossiers déjà enregistrés. Donc, je dois réussir à collecter ces dossiers-là en réalité pour faire ce ratio. Donc, je dois collecter les données pour que plus tard, je puisse calculer ce ratio. Alors, dans la collecte des données, on va utiliser les paramètres de calcul qui vont nous permettre plus tard de ressortir l'indicateur taux de traitement. Je prends un exemple. Si je veux collecter mes données et que j'aimerais ici utiliser les paramètres de calcul, j'appelle réellement ici nombre de dossiers déjà traités et nombre de dossiers en cours. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je fais une petite base de données, puisqu'on sait réellement qu'on ne veut pas collecter les données de façon aléatoire ou bien dans les calepins et tout concernant. Il faut une base de données. Donc, la collecte se fait dans une base de données. Tout part de là. Alors, ta base de données, tu ne peux pas la concevoir comme ça à la rate. Non. Ta base de données doit correspondre aux critères qui vont te permettre de ressortir les paramètres de calcul de ton indicateur de performance taux de traitement. Alors, dans ta base de données, tu dois forcément avoir ici la date à laquelle tu as enregistré le sinistré. Il y aura une colonne date d'enregistrement, le numéro de matricule, le nom du dossier du client, le dommage subi du sinistré, le lieu où il y a eu accident, euh, le véhicule, ça peut être la nature de l'engin utilisé, ça c'est le véhicule, la moto, c'est pas trop. Quelle colonne on peut encore mettre ici? État de traitement, ok? État de traitement, soit c'est en cours, soit c'est terminé. Donc, on a la colonne date d'enregistrement, la colonne matricule, la colonne nom et prénom du sinistré, la colonne dommage subi, la colonne le lieu où l'incident s'est produit, la colonne état du dossier. Dans la colonne état du dossier, on aura soit dossier en cours, soit traité. Donc, soit on a en cours, soit on a traité. Alors, c'est la colonne état du dossier qui va nous permettre de calculer plus tard le KPI qu'on appelle taux de traitement. Donc, si j'enlève cette colonne traitement en cours et je reste avec les autres colonnes dans ma base de données, je ne peux pas calculer le taux de traitement. Maintenant, pourquoi j'insère date d'enregistrement, pourquoi j'insère nom et prénom du client, pourquoi j'insère sinistré, ainsi de suite. Je les insère pourquoi? Parce que ce sont les dimensions qui vont nous permettre d'apprécier notre indicateur et de savoir si effectivement nous sommes en train d'atteindre l'objectif. Je prends encore un exemple. La dernière colonne, traitement en cours, soit traité ou non traité, nous a permis de calculer plus tard l'indicateur taux de traitement. Alors, je suis par exemple ici un client, un sinistré, je prends un cas peut-être très simple. Là, on peut pas un sinistré peut avoir plusieurs dommages. Je peux te dire cela que on peut avoir ici, je peux peut-être traiter ici les dossiers de, je peux avoir plusieurs dossiers à traiter par exemple. Voilà. Là, peut-être sur la colonne, on mettra ici celui qui traite le dossier en réalité. Peut-être c'est moi. Ok. On mettra celui qui traite le dossier du sinistré. Voilà. Alors, ceux qui traitent les dossiers, peut-être moi, par exemple, je peux avoir 6 dossiers à traiter. Donc, devant le nom du sinistré, là, ou devant le le dossier du sinistré, je mettrai mon nom 6 fois dans la base de données pour dire c'est moi qui suis le dossier du sinistré. Donc, moi, par exemple, je peux avoir 6 dossiers à traiter. Mon collègue peut avoir ici 10 dossiers à traiter, ainsi de suite. OK? Donc, je vais insérer une colonne pour celui-là qui traite le dossier du sinistré. Donc, pourquoi j'insère ces éléments-là? Ce sont les dimensions
d'analyse. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on va prendre mon nom, on va dire, Monsieur Ngangoum, OK, vous avez déjà traité combien de dossiers? Le tableau de bord va afficher mon nom, il va afficher tout le traitement, il mettra le nombre de dossiers que j'ai déjà traités par rapport au nombre de dossiers en cours. Donc, il dira 15%. Donc, moi, j'ai déjà traité 15% des dossiers. Jean a traité 20% des dossiers. Gilbert a traité 4% des dossiers. Sur les 100% qui constituent, par exemple, ici, 50 dossiers à traiter. Donc, l'objectif ici à atteindre au premier trimestre, c'est de traiter les 50 dossiers. Maintenant, moi, j'ai traité 25%. Simon a traité 25%. Philippe a traité 15%, ainsi de suite. Donc, on se rend donc compte que la colonne qu'on a insérée, qui ici représente euh, les agents ou encore ceux qui traitent le dossier des sinistrés, nous permet de savoir qui a déjà traité son dossier et à quel taux il se trouve sur le traitement des dossiers. Donc maintenant, dans mes 25%, quels sont les clients ou quels sont les sinistrés que, dont les dossiers ont déjà été traités. Donc, on va rentrer dans mon nom, on va se rendre compte que dans les 25%, il y a telle personne dont les dossiers ont été traités et telles personnes ne sont pas encore. Alors, comment a-t-on fait pour savoir réellement que dans les 25%, il y a telle personne dont les dossiers ont été traités et les autres n'ont pas encore traité? Grâce à la colonne sinistré ou client. Et maintenant, il y a forcément ce qu'on appelle le délai de traitement. Donc, on va forcément encore ajouter une colonne délai de traitement. Ça peut dire peut-être, on a peut-être 30 jours, 20 jours, 15 jours. Donc, tout ce que je viens d'ajouter dans ma base de données, la date d'enregistrement, délai de traitement, le nom du sinistré, le matricule, celui qui est chargé de traiter les dossiers du sinistré, le lieu, l'état de traitement du dossier, sont les dimensions qui nous permettent d'apprécier l'indicateur de performance taux de traitement et de savoir si effectivement nous sommes en train d'évoluer par rapport à ce qui a été fixé pour le premier trimestre. Il faut bien comprendre cette partie parce que beaucoup de personnes, en réalité, ne savent pas comment collecter les données. Ils ont des KPI devant eux, mais ils ne savent donc pas comment construire une base de données pour collecter ces données-là. Et ils ignorent qu'il y a deux types d'éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est d'identifier les dimensions d'analyse qui vont nous permettre d'apprécier l'indicateur ou les indicateurs en question. Ensuite, dans le calcul de ces KPI-là, il va falloir les insérer dans la base de données pour que lorsqu'on va renseigner les données, plus tard, on puisse facilement déterminer l'indicateur et plus tard, qu'on puisse facilement utiliser ces dimensions pour apprécier ce dernier, c'est-à-dire le KPI en question. Donc, la collecte des données se fait dans une base de données. Et une base de données est constituée des colonnes et des lignes. Et on ne renseigne pas une base de données n'importe comment. C'est-à-dire on ne renseigne pas les champs. J'appellerais ça ici les champs pour collecter les données n'importe comment. Il faut prendre deux choses, il faut prendre en compte deux éléments. Premier élément, quelles sont les dimensions d'analyse qui vont me permettre d'apprécier mon indicateur de performance. Une fois qu'on a identifié cela, c'est-à-dire la date d'enregistrement, délai de traitement, le nom du sinistré, le nom de l'agence qui traite le dossier, le matricule du dossier, ok? Ça, ce sont les dimensions qui me permettent d'apprécier l'indicateur. Le traitement du dossier a été fait par qui? Par Monsieur Jean,
Il est à combien de traitements? Quel est son taux de traitement? Il a 25%. Philippe a combien? 40%. Jacques a combien? 10%. Philippe, Jean, Jacques, ce sont des agents qui ont été désignés pour traiter les dossiers. Donc, Philippe, Jean, Jacques sont appelés ici dimension d'analyse. Oui, dimension d'analyse, autant pour moi. Il y a aussi le volet délai de traitement. Jean a traité son délai. Quelle a été la durée du traitement du dossier? Il a fait euh, 40 jours au lieu de 30 jours. On fait le ratio. Ça ne donne pas, c'est pas bon. OK? Donc, le volet délai aussi, ou la dimension délai aussi, nous permet de savoir si Jean a été performant ou pas. Est-ce qu'il a traité ce dossier à temps ou pas? Donc, le volet délai ou dimension délai est une dimension d'analyse ou un axe d'analyse. On le met de côté. Le nom du sinistré aussi, c'est important. Parce que lorsqu'on va rentrer dans Jean ou dans Jacques, on va essayer de savoir quels sont les clients ou quels sont les sinistrés dont Jacques a déjà réussi à traiter les dossiers. Et quels sont les sinistrés dont Jacques n'a pas encore réussi à traiter les dossiers. C'est pourquoi le nom des sinistrés est pris ici comme dimension d'analyse. Et à la fin, dernière colonne, il y aura état des dossiers en cours. État des dossiers. Soit c'est en cours, soit c'est traité. La dernière colonne nous sert plutôt ici comme paramètre de calcul par rapport à l'indicateur taux de traitement. Donc voilà comment identifier les dimensions et les paramètres des indicateurs pour concevoir une base de données. Parce que lorsque la base de données est très mal construite, la suite ne servira plus à rien. Pourquoi? Parce que le tableau de bord utilise les données qui ont été collectées dans la base de données pour ressortir les informations. Toutes les informations qui seront affichées dans le visuel du tableau de bord proviennent de la base de données. Et si la base de données n'a pas pris en compte tous les éléments de calcul des indicateurs, il est fort probable que ce tableau de bord ne puisse vraiment pas aider. Parce qu'il y aura des indicateurs qui ne sortiront pas dans le visuel à cause du fait qu'il y a un manque de colonnes de champs pour collecter et plus tard calculer ces indicateurs-là. Donc, le tableau de bord, la base de données se conçoit de deux façons. Du moins, la base de données ici, on utilise deux approches. Premièrement, d'abord, il faut identifier quelles sont les dimensions d'analyse et quels sont les paramètres de calcul des indicateurs de performance qui ont été identifiés pour mesurer un objectif. Donc ici, on collecte des données dans une base de données qui respecte ces deux critères. C'est la raison pour laquelle le tableau de bord ne se conçoit. Le tableau de bord, en fait, répond à une problématique. Le tableau de bord répond à un besoin. Il est lié à un objectif. Tu peux concevoir un tableau de bord dans ton service qui répond à un objectif, mais qui ne répond pas forcément à un autre objectif du même service que toi dans une autre entreprise. Peut-être qu'il y a des indicateurs que toi, tu as besoin d'utiliser que ton collègue, lui, ailleurs, n'a pas besoin. Donc, le tableau de bord répond ici à un objectif et il faut toujours choisir les indicateurs de performance avant de s'aventurer dans la conception du tableau de bord. On ne conçoit pas un tableau de bord à la rate parce qu'on veut voir bouger les graphiques, bouger les données. Non, c'est parce qu'on veut retrouver dans le visuel les indicateurs de performance qui ont été identifiés par rapport à un objectif, pouvoir les apprécier en fonction des dimensions d'analyse qui peuvent être l'agent, le sinistré, le lieu, le, le délai de traitement. Donc, une fois que tout cela a été regroupé dans la base de données et qu'on a conçu ici le tableau de bord,
On peut donc passer à la phase d'analyse. On analyse les données qui ont déjà subi un traitement, puisque le visuel montre juste les données qui ont été traitées. Et là, maintenant, on choisit des graphiques, pas des graphiques qui sont très difficiles à interpréter, non. On essaye aussi d'arranger son interface parce qu'un tableau de bord qui est bien préparé et dont l'ergonomie ici est attirant, ça donne ici envie de lire. Voilà, donc, et quand cela est bien présenté, tu utilises donc ces graphiques, et des graphiques simples, pas des graphiques compliqués. Tu peux utiliser un graphique en forme de radar parce que tu veux juste que ça soit trop extraordinaire, alors que pour tirer l'information du radar, c'est compliqué. Donc, il faut choisir des graphiques simples, des graphiques faciles à comprendre, et voilà, pour pouvoir mieux aider non seulement celui-là qui va travailler avec ce tableau de bord, mais aussi la hiérarchie, lorsqu'ils auront besoin de cela pour pouvoir décider à leur niveau. Ok, donc voici les démarches en réalité pour construire un tableau de bord. Et une fois que le tableau de bord a été conçu, je parlerai de cela après la conception du tableau de bord parce que ce que je vais insérer ici ne pourra pas facilement euh, t'aider à comprendre. Parce qu'il y a le volet qu'on appelle cahier de charge. Lui, le cahier de charge, en fait, quand on a la maîtrise de la conception du tableau de bord, on fait le cahier de charge avant de passer à la conception. Mais nous, ici, on va d'abord concevoir et voir ce qui se trouve dans le cahier de charge afin maintenant de faire l'effet inverse. Parce que je ne voudrais pas ici te parler de comment analyser ton tableau de bord avant de te montrer comment concevoir. Tu vas d'abord construire et maintenant, dans le cahier de charge, tu vas voir comment cela est présenté, comment cela se présente pour moi, quels sont les éléments qui rentrent à l'intérieur. Et une fois que tu sauras donc ça, tu feras donc l'effet inverse. C'est-à-dire, tu dois d'abord t'imaginer à quoi doit ressembler ton tableau de bord. Quelles sont les informations qui doivent apparaître dans ton tableau de bord. Et quand tu auras terminé avec cette partie-là, tu pourras passer au volet cahier de charge. Et lorsque le cahier de charge est validé par le chef de département, là maintenant tu passes à la conception. Voilà. Mais nous, on va faire l'inverse. On va d'abord ici concevoir. Après avoir conçu maintenant, je vais vous parler ici du cahier de charge pour vous montrer comment cela est préparé. Et vous dire donc, cette fois-ci, avant de concevoir, il faut d'abord penser comment ce tableau doit se présenter. Et lorsqu'on a pensé, on doit le présenter dans un cahier de charge pour le soumettre à qui de droit. C'est un peu comme un plan de la maison. OK? Pour construire une maison, il faut une maquette pour passer à la conception, la construction. Or, moi, je n'aimerais pas vous parler de la maquette si vous ne savez réellement pas comment déjà se passe pour construire une maison. Donc, nous, on va construire la maison et après, je vais vous montrer comment faire une maquette pour construire une maison. Là, dorénavant, maintenant, avant de construire une maison, vous allez passer par la maquette pour construire la maison. J'espère que j'ai été bien compris sur ce volet. D'accord. Voilà, ça marche, super. Maintenant, j'ai parlé ici des indicateurs de performance. On a plusieurs catégories d'indicateurs de performance, plusieurs KPI.